Bienvenue, Madame, Messieurs. Une requête pour la démission du bureau de l'Assemblée nationale a été déposée par le député national Albert Fabrice Pouella. Il évoque l'article 139 du bureau de l'Assemblée nationale et donc bienvenue à ce dossier de la rédaction élargi à 3 rédactions, donc à 2 autres rédactions. Eric Ambago, Top Congo FM, et Christopher Ochokoum, Télé 50. En face de vous, 2 experts, le professeur Mampouya, mais aussi Maître Trésor Lungungu. Vous êtes assistant à la faculté de droit à l'université de Kinshasa. Alors, question d'entrée, c'est peut-être le rappel des faits. Professeur Mampouya. Merci bien, Julie. Il se trouve que le député Pouella a découvert que le bureau de l'Assemblée nationale n'avait pas respecté les dispositions du règlement intérieur, dont l'article 139 prévoit que lors de la session de mars, qui s'ouvre le 15 mars, le bureau de l'Assemblée nationale doit déposer son bilan de gestion, son bilan financier, gestion des finances et des biens du personnel de l'Assemblée, et qu'à l'article 140, il est prévu qu'une commission spéciale de contrôle est mise en place pour vérifier ce rapport et faire un rapport définitif à soumettre à la plénière de l'Assemblée nationale. Il se trouve que le député Pouella a découvert que cela n'avait pas été fait ou que cela n'avait pas été fait dans les délais. Il a donc demandé à l'Assemblée, au bureau de l'Assemblée, de tirer les conséquences de l'article 139 qui prévoit à son alinéa 5 que, faute d'avoir fait cet exercice, le bureau de l'Assemblée est réputé démissionnaire. Et donc, il considérait que le bureau était réputé démissionnaire et devait donc démissionner. Il lui demandait de tirer les conséquences. Il se trouve que le bureau, il a constaté que le bureau n'a pas tiré les conséquences en se démettant. Mais avant que vous ne poursuivez, il semble que le bureau avait réagi en évoquant... Le bureau a écrit, oui, voilà, a répondu en quelque sorte. Par rapport à la lettre du 2 avril. Le bureau a répondu. En fait, le bureau a, d'après ce qu'on apprend, accusé réception de la lettre de l'honorable Pouella en lui disant que tout avait été fait et indiquant que c'était dans les délais, etc., et que de toute façon, sa demande n'avait pas de raison d'être, en quelque sorte. Je ne connais pas les termes exacts de la lettre, mais voilà, en fait, ce qu'on en sait, c'est qu'on accusait réception, on indiquait que tout a été fait dans les règles. Lui a estimé que c'était une décision de refus de démissionner. Et c'est contre cette décision qu'il a formé sa requête au Conseil d'État. Il y a d'abord une première requête qui demande l'annulation de ce qu'il considère comme une décision du bureau de l'Assemblée. Décision, dit-il, contenue dans la lettre de la questeur qui lui donnait acte d'accusé de réception. Et après, une semaine plus tard, il a déposé une autre requête, comme on dit dans le jargon judiciaire, une requête en référé, pour que l'Assemblée suspende, en attendant de décider sur le fond, suspende le bureau, la décision, la soi-disant décision contenue dans la lettre, et suspende le bureau et fasse organiser une nouvelle élection des membres du bureau par le secrétaire général. Il y a donc 2 ou 3 demandes dans cette deuxième requête. Et voilà où en est la chose. Je pense que c'est comme on l'a appris le 18 que le Conseil d'État a appelé cette cause à la barre. Mais on a appris aussi, Maître Lungungu, que la récente plénière avait rejeté cette demande, cette démarche du député national Pouella. Oui, les faits sont ceux que vous rapportez. La plénière de l'Assemblée nationale avait examiné la démarche de l'honorable Pouella et l'avait considérée comme étant
impropre et peu conforme aux coutumes, aux us ainsi qu'aux règlements qui régissent cet organe de notre Parlement. Mais cependant, nous ne voulons pas nous atteler au débat des faits. Nous voulons ici, effectivement, vous nous avez fait venir pour chercher à savoir si ce qui est demandé est possible en droit et quelles peuvent être les conséquences juridiques de tout ça. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu un traitement parlementaire de cette question. Nous n'allons pas entrer dans les détails, nous ne sommes pas parlementaires nous-mêmes. Il y a eu un traitement parlementaire qui n'a pas satisfait certainement le député Puela, raison pour laquelle il a saisi la justice. Donc ça, la justice tolère qu'on ait des textes, on sent que c'est peut-être pas respecté au niveau interne, mais on saute pour aller de l'autre côté, c'est admis. Non, toute personne, tout citoyen peut saisir la justice dès le moment où il trouve que la loi ou ses propres droits, ou la loi en général, selon les circonstances, n'a pas été bien respectée ou n'a pas été appliquée. Donc ça, c'est une voie tout à fait ouverte. Il est normal qu'il ait saisi le Conseil d'État. Maintenant, le problème est de savoir si cela se fait par rapport à tous les faits que nous connaissons, et par rapport à la manière dont ces faits sont présentés, aussi bien par lui que par le bureau de l'Assemblée. Alors, professeur Auguste Mapouya, est-ce que le Conseil d'État est compétent pour connaître cette requête du député Albert Fabrice Puela? Le Conseil d'État le dira. Il va se prononcer certainement sur sa compétence et sur la recevabilité de la requête et tout ça. Mais il faut dire d'abord que le Conseil d'État est juge de la légalité des actes administratifs. C'est son rôle principal, juge de la légalité des actes administratifs. C'est-à-dire que les actes administratifs sont attaqués devant lui pour qu'il examine s'ils ont été conformes à la loi. Les actes administratifs, notamment des autorités administratives centrales. C'est ce que prévoit la loi et même la Constitution en ce qui concerne les compétences du Conseil d'État. Parce qu'il y a une contradiction au sujet de cette requête et la justification de l'Assemblée nationale. La question devait être débattue en plénière. Elle n'a pas été débattue en plénière. Il y a une commission qui devait être mise en place avec des présidents des groupes parlementaires, de tous les groupes parlementaires. Il n'y a eu que quelques groupes parlementaires, d'autres n'ont pas participé à cette commission. Donc déjà... Mais je vous ai dit, nous n'allons pas entrer dans les détails de la manière... Dans la forme, il y a un problème. Non, je vous ai dit, nous n'allons pas entrer dans le fond, la manière dont cela a été traité. L'Assemblée nationale vous dit qu'il y a eu une commission qui a présenté son rapport à la plénière et dont le rapport a été adopté par la plénière. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans des circonstances particulières de la COVID-19 et de l'état d'urgence, avec le confinement, etc. Rappelez-vous que l'Assemblée nationale et même le Sénat ne pouvaient pas se réunir aussi facilement que cela. Donc, il faut bien tenir compte de cela. Mais ce débat, selon la présentation des faits, la commission a été mise en place, elle a travaillé, elle a déposé son rapport, et un rapport qui a été adopté par la plénière de l'Assemblée nationale. Donc le Conseil d'État est compétent pour connaître cette affaire? Non, le Conseil d'État, je vous ai dit, s'il estime qu'il y a un acte administratif qui est contraire à la loi, c'est sa compétence. Mais c'est le Conseil qui nous le dira. Pour le moment, je vous dis seulement le principe, c'est que le Conseil est le juge de la légalité des actes administratifs. Un acte administratif, c'est avant tout un acte juridique, mais pris par des autorités administratives. Il peut obliger la suspension des activités du bureau de l'Assemblée nationale? Peut-être Trésor pourra le dire, mais attendez. L'objectif de la requête principale de l'honorable Puela est d'obtenir que soit annulé l'acte administratif qu'il suppose être. Donc, annuler la décision qu'il croit trouver dans la lettre d'accusé de réception de la questeur. C'est ça l'objet principal.
la première requête portait là-dessus. La deuxième, enfin on en parlera tout à l'heure pour dire en quoi elle est différente de la première, la deuxième est une requête en référé. Elle est donc une sorte de demande préjuridictionnelle qui doit être traitée avant le jugement dans le fond. Quand vous dites en référé, pour que les téléspectateurs puissent comprendre, ça veut dire quoi exactement en référé? Globalement, je demanderai à Trésor de donner plus de détails tout à l'heure concernant notre Conseil d'État. Le référé est une sorte d'accéléré de la procédure judiciaire. Comme vous le savez, la procédure judiciaire est habituellement très longue pour des raisons légitimes. Il faut que tout soit examiné, etc., que les preuves soient données, les faits soient vérifiés. Donc ça prend beaucoup de temps. Il est possible que pendant tout ce temps que dure la procédure, les droits, je dis pas seulement les intérêts, les droits du requérant, c'est-à-dire du demandeur, soient mis en danger, parce que ça traîne trop, alors que le juge n'a pas encore décidé sur sa demande. Il est possible que ces droits soient attaqués encore plus. Alors, il a la possibilité de demander une sorte de mesure conservatoire au juge, qu'il puisse statuer d'abord là-dessus pour faire en sorte que la situation juridique du demandeur ne se dégrade pas plus. Vous voyez déjà, nous entrons dans les détails qui montrent que les demandeurs doivent avoir des droits qui sont menacés par la persistance de la situation. Et ils demandent que soit prise une mesure conservatoire avant même que le juge se prononce sur le fond. Ouais. Oui, sur la même question, vous voulez savoir si les conseils d'État peuvent suspendre la décision, entre guillemets, si elle existe, la décision administrative, et par ricochet, le fonctionnement du bureau de l'Assemblée nationale. C'est là les premiers hits et la première inquiétude. De considérer que les juges administratifs, comme venait de le rappeler le professeur, qui est appelé à juger de la conformité aux lois, c'est-à-dire la loi au sens formel, l'édit provincial et les règlements administratifs, la conformité des décisions administratives, puissent être appelés effectivement à suspendre le fonctionnement d'un organe d'un autre pouvoir dans un état de droit, les principes de la séparation et la colonne vertébrale. Donc ça choque. Mais très rapidement, suivant la procédure, deux questions vont se soulever sur la deuxième requête, qui est une requête en référé. La question de la compétence prima facie, il faut que les juges soupçonnent qu'il peut être compétent au fond. S'il estime qu'il est manifestement, comme dans les cas d'espèce, le juge doit être manifestement incompétent parce que la matière qui lui est portée ne relève effectivement pas d'un conflit, d'une décision administrative envers un acte législatif, un acte administratif. Voilà, donc la première condition pour se prononcer en matière de référé, c'est s'assurer qu'on a une compétence apparente, une compétence. Mais si les juges considèrent qu'apparemment, manifestement, il n'y a aucune base de sa compétence, il va rejeter la demande en référé. Cela ne signifie pas qu'il rejette en même temps la demande au fond. Il va finalement examiner aussi au fond, même si ça présuppose qu'au fond, il dira la même chose. Deuxième condition, il faut, comme le disaient les profs, qu'il y ait une urgence. La crainte que les droits soient, qu'un préjudice s'aggrave à la suite de la lenteur que prennent généralement les procédures judiciaires. Donc, si ces deux conditions sont réunies, le juge va prendre une décision provisoire en attendant l'examen au fond. Mais à mon entendement et à la connaissance des éléments qui sont à notre disposition, les juges administratifs pourraient déjà, au moment de l'examen de la requête en référé, considérer qu'il est manifestement, cette question qui lui est portée sort du champ de sa compétence, puisque, à notre avis, et je crois que c'est le professeur, je ne veux pas lui couper les herbes sous les pieds, dans les cas d'espèce, il n'y a pas un acte législatif ou administratif à l'égard duquel la conformité doit être appréciée. C'est l'élément le plus important. Mais il ne s'agit pas d'une loi.
il s'agit plutôt d'une action qui se déroule au sein d'une institution. C'est de l'administration. Ce n'est pas une loi qui est promulguée ou annoncée par la plénière. Non. Il s'agit de... C'est pas la loi. Et le Conseil d'État ne va pas examiner la loi. Le Conseil d'État doit examiner ce que le requérant a estimé être une décision administrative. Vous voyez, le Conseil d'État n'examine pas les lois, la régularité des lois. La régularité des lois, sous forme de constitutionnalité, est examinée par la Cour constitutionnelle. Mais la requête du député Fabrice Puela, ce n'est pas... ça rentre dans le champ de l'administration. C'est là tout le problème. C'est vrai que j'ai commencé par définir le Conseil d'État comme le juge de la légalité des actes administratifs, c'est-à-dire des actes administratifs individuels ou réglementaires, non collectifs, qui, par rapport à la loi, il va examiner, il va juger la légalité des actes administratifs. Et là, le député Puela estime qu'il y a une décision administrative du bureau et estime que cette décision, on ne connaît pas tous ces moyens, estime que cette décision doit être annulée comme contraire à la loi. Maintenant, ne demandez pas quelle est la loi, justement. Quelle est la loi qui règle les matières? En réalité, cette matière est réglée par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et c'est d'ailleurs les seules références de base fondamentales que fait la requête, les articles 139 et 140 du règlement intérieur. Donc c'est le règlement intérieur qui aurait été violé ou non respecté. Or justement, le problème maintenant est de savoir si le règlement intérieur entre dans la compétence du Conseil d'État ou du juge. Mais c'est tout ça la question, justement, qu'on aimerait comprendre. Oui, non, nous avons voulu vous montrer que le député a estimé qu'il y a dans cette lettre d'accusé de réception une décision, on pourrait dire implicite, une décision implicite. Mais je vous ai dit que les actes administratifs sont avant tout des actes juridiques. Les actes juridiques sont des actes qui sont pris par un organe selon une procédure, etc. Ça, c'est un acte juridique et qui produit des effets de droit. Est-ce qu'on peut considérer qu'une lettre d'accusé de réception est un acte administratif, un acte juridique administratif? Ce qu'il faut aussi que vous sachiez, c'est que nous sommes dans le Parlement. Il est possible que l'on parle d'administration dans le Parlement, vous savez. Ce n'est pas seulement l'administration de l'exécutif, mais il y a une administration interne au Parlement, à l'Assemblée. Cette administration-là relève des règles normales de l'administration. La gestion des carrières au sein de cette administration relève des règles normales de la fonction publique, etc., etc. Et si le bureau qui gère ce personnel, avec l'assistance du secrétaire général, violer les droits de carrière de ces membres du personnel, il est clair qu'une telle décision relève du contrôle juridictionnel. Ça, c'est clair. Ou si le bureau, l'Assemblée nationale, entre en contact, en rapport juridique avec un tiers, et qu'il naisse un conflit, un litige dans ces rapports, il est clair que ce litige va relever de la compétence juridictionnelle. Mais autre chose est de savoir si le fonctionnement de l'Assemblée, qui fonctionne conformément à son règlement intérieur, peut être contrôlé, vérifié et sanctionné par un juge. Et ça, habituellement, non. Je voudrais vous donner une simple... Je ne sais pas si Trésor a d'autres références. Moi, j'en ai une. Je prends seulement celle-là parce qu'elle nous est proche. Elle est du Congo. Comme ça, vous pourrez vérifier après cet enregistrement. Avec le professeur Kabang Tabala, le professeur Félix Fundao est l'une des références en matière de droit administratif, notamment le droit administratif général, le contentieux administratif, etc. Donc, je peux me référer à lui en vous disant que lui, il dit clairement que les actes parlementaires ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle juridictionnel.
Il ne l'a pas inventé, comme nous n'avons pas inventé la roue, nous n'avons pas inventé le Conseil d'État, nous l'avons pris quelque part, ni même l'État de droit, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Nous avons pris ces notions quelque part, et le Conseil d'État existe en Belgique depuis très longtemps et en France depuis 1799. Et donc, nous nous référons de ces deux inspirations qui nous sont très proches dans l'histoire et dans la culture, pour faire la même chose et dans ces deux pays, effectivement, et dans beaucoup d'autres. Des enquêtes ont été faites dans beaucoup d'autres pays lorsqu'il y a des juridictions administratives, et même concernant des juridictions en général, celles-ci n'ont pas compétence pour contrôler et sanctionner les actes parlementaires. Alors, professeur, au regard de toute cette situation, de tout cet énoncé, à quel genre de scénario pourrions-nous nous attendre ces 18, par exemple, le jour où l'affaire est fixée au Conseil d'État? Ça, il faudra qu'on attende. Le 18, la Cour va appeler l'affaire, les parties. La procédure devant le Conseil est contradictoire. C'est-à-dire que s'il y a un requérant, un demandeur, un défendeur, ils devront être entendus. Mais elle est essentiellement écrite. C'est vrai que les conseils des parties peuvent également être entendus, et dans notre procédure, ils vont être entendus. Elle est essentiellement écrite. Donc la Cour va d'abord examiner tout cela, relire bien la requête de l'honorable Puela, voir si toutes les conditions sont réunies, parce que la première chose sur laquelle elle va se prononcer, c'est le référé, pour voir si le référé peut être fondé. Je voudrais que tout à l'heure, Trésor entre encore un peu plus dans les détails, mais on vous a dit le référé, notamment lorsqu'il s'agit d'un référé comme celui-ci de référé suspension. C'est-à-dire qu'il demande qu'on suspende la décision. La Cour devra d'abord vérifier s'il existe une décision en tant qu'acte juridique, en tant qu'acte administratif. Et s'il existe une décision, le Conseil vérifiera aux preuves données ou exposées par le requérant s'il y a urgence. C'est une condition très importante. Parce que le référé, je vous ai dit, il raccourcit la procédure. C'est pour aller vite. C'est une mesure provisoire en attendant que, si la procédure dans le fond traîne, au moins qu'on ait préservé certaines choses. Mais en parlant des conditions à réunir, un des collègues du député Puela, notamment l'honorable Lumé Adoumalegui, a évoqué dernièrement le fait qu'il ne revienne pas à un député national de constater ce retard-là. Est-ce que déjà à ce niveau, en interne... C'est ce qu'il a évoqué tout à l'heure, je l'ai dit, il faudra peut-être qu'on revienne dessus. C'est le fonctionnement d'une assemblée parlementaire. Et ce fonctionnement est soumis à des règles. Et dans le fonctionnement de l'Assemblée parlementaire, on pourrait dire le souverain, c'est la plénière de l'Assemblée nationale. Je peux m'aventurer en disant que cette plénière avait déjà pris acte du rapport présenté par la commission spéciale de contrôle. Donc, je comprends... Pourquoi vous dites vous aventurer dessus? Je comprends que... Non, je veux dire... je ne suis pas député, madame. Et donc, je regarde ça en disant, j'ai cru lire que, j'ai entendu que, et comme il a une citation précise d'un député, je me sens réconforté là-dedans, pour dire que, effectivement, c'est au Conseil, en considération de tout cela, pour dire si la requête tient la route ou non. Vas-y. Oui, voilà, je vais tenter de compléter ce que le professeur a dit. Et la requête, au fond, elle tend à demander au Conseil d'État d'annuler la supposée décision contenue dans la lettre parce que cette dernière est considérée par les requérants comme étant contraire au règlement. Pourtant, nous venons, le professeur l'a rappelé à l'entame, à l'entrée de cette émission, que les juges administratifs et juge de la conformité à la loi des actes et décisions administratives. Et la loi, elle est bien précisée, même dans les requêtes. Ils expliquent ce que l'on entend par loi, c'est-à-dire la loi au sens formel. La loi est définie au sens suivant des critères principalement organiques et matériels.
la loi et cette décision prise par les parlements. Nous avons une procédure bicamérale dans le domaine législatif, les domaines de la loi. Et il y a, suivant la répartition des compétences législatives entre l'État central et les provinces, l'édit est aussi un acte législatif par rapport auquel on peut juger la légalité d'une décision ou d'un acte administratif. Et enfin, et je crois que c'est là les pièges, là où les requérants est tombé dans les pièges, parce qu'on ajoute loi, édit et règlement. Il s'agit ici de la conformité d'un règlement inférieur à un autre règlement supérieur par rapport à la hiérarchie des actes administratifs. Il ne s'agit pas du règlement intérieur. Pourquoi nous acceptons les règlements intérieurs? Parce que les règlements intérieurs n'est pas, et ça il faut de plus en plus, on s'égare, la jurisprudence et nos juridictions sont en train de s'égarer, malgré les cris de certains juristes éminents, notamment celui qui est à ma gauche. Les règlements intérieurs n'est pas une loi. Les règlements intérieurs d'une assemblée n'est pas une loi. Déjà, l'assemblée l'adopte en tant qu'assemblée. Pourtant, la loi, dans notre procédure, est adoptée sur une procédure bicamérale. Et mais il est validé, je vous en prie, validé par la Cour constitutionnelle. Bien sûr, mais ce n'est pas parce qu'elle est soumise, plutôt, c'est pas parce que le règlement est soumis au contrôle de conformité à la Constitution qu'il devient une loi. C'est pas un acte législatif. Vous demanderez aux étudiants qui commencent les droits, les règlements intérieurs d'une assemblée, ce n'est pas un acte législatif. Mais lorsque le député... C'est un acte d'assemblée et ça, c'est le président du Conseil d'État qui l'écrit. Ce sont tous ses disciples formés, commençant par le professeur Botakil et les autres, qui considèrent effectivement les règlements. C'est cité, même vous nous avez fait venir pour recevoir de nous des explications. Vous pouvez sur Internet voir les règlements d'ordre intérieur d'une assemblée n'est pas une loi. Donc on ne peut pas juger, les conseils d'État n'a pas à juger des actes qui sont pris en vertu du règlement d'ordre intérieur. Quels sont les autres actes qui sont pris en vertu de la convocation d'une session, la programmation d'une loi, les traitements des motions, les fonctionnements des assemblées? Vous pensez que nous pouvons accepter que les conseils s'introduisent dans les fonctionnements, et c'est dangereux dans toutes les démocraties du monde? Il est des matières pour lesquelles les juges peuvent intervenir. Il y en a d'autres qui échappent au contrôle du juge. Et qui peut aujourd'hui être compétent par rapport à cette affaire? Pardon? Quelle autorité, quelle juridiction par rapport à ce... Une très bonne question. Voilà. Une très bonne question, mais c'est la plénière. C'est la plénière de l'Assemblée qui peut considérer que son bureau, la plénière a donné mandat au bureau. C'est à la plénière de considérer que le bureau a failli à son devoir. Les bureaux a violé une disposition du règlement intérieur, et c'est seule la plénière. Je ne vois pas les juges. Et ça sera la loi du plus fort qui s'appliquerait. C'est pas la loi du plus fort, c'est la règle. C'est pas la loi du plus fort. Il y a des normes. Il y a ceux qui sont pour, qui sont contre. Quand il y a des normes, oui, ceux qui sont pour, qui sont contre, sur quelle base? Il y a les normes. Les normes, c'est le règlement. Le règlement, c'est la Constitution, etc. Le règlement intérieur, la Constitution. Dès le moment où les choses sont faites, selon l'Assemblée nationale elle-même, conformément à la Constitution et au règlement intérieur, il n'y a pas de loi de plus fort et tout ça. C'est la norme qui est appliquée. Mais Christopher a dit tout à l'heure qu'un député a répondu à son collègue pour lui dire que l'Assemblée avait déjà tout fait, tout ça. Et j'ai confirmé que l'Assemblée a effectivement pris acte du rapport de contrôle de la commission spéciale. Donc, de ce point de vue-là, encore une fois, je vais vous dire, au Conseil d'État, d'examiner tout cela et de dire si, malgré toutes ces données, il y a encore lieu d'avoir un litige. Est-ce qu'on peut parler à ce niveau d'un acharnement dans ce cas? Parce que si on se met d'accord à ce sujet ici sur ce plateau, ce n'est pas les députés Pouila qui seraient ignorants de toute cette procédure. Mais pourquoi persisterait-il encore Je veux me permettre de prendre la parole, même si le prof ne me l'a pas accordé. On ne veut pas faire un procès d'intention à l'honorable Pouila. Vous pensez qu'un homme, même celui qui est supposé être le plus intelligent, ne se trompe pas? Non. Quand je lis les règlements, je vois manifestement une confusion entretenue entre les termes règlement, qui renvoie au règlement administratif, et les règlements d'ordre intérieur. Il dit la conformité, les juges administratifs, les juges du Conseil d'État, les conseils d'État et juges de la conformité des actes et des administratifs à la loi, à l'édit et au règlement. Et la confusion est à ce niveau parce qu'on croit que les règlements, donc c'est le règlement intérieur. Mais là, il s'agit du règlement administratif qui est un acte d'une autorité administrative pris
dans les domaines du règlement. Dans les domaines du règlement, parce qu'il y a une répartition des domaines, les domaines législatifs et les domaines du règlement. Ici, donc, les règlements par rapport auxquels on veut juger la conformité n'est pas un règlement administratif. C'est un acte parlementaire et c'est donc une question interne à l'Assemblée, qui est une question politique qui doit se résoudre devant la plénière et non pas devant le juge du Conseil d'État qui doit élégamment considérer qu'il n'est pas compétent. Et justement, là où peut-être la confusion grossit dans le chef du commun de mortels, c'est que parfois, là, on vous voit déjà venir, presque nous, on tire déjà quelque part les conséquences, mais le commun de mortels parfois se demande pourquoi on déposerait des requêtes. Allons dans ce sens-là, nous faire attendre jusqu'au 18 et nous donner peut-être la réponse qu'on est supposé déjà savoir. Ça sert à quoi en fin de compte? Écoutez, non, je vous ai dit que les procédures juridictionnelles doivent être attentives aux droits de tout le monde. De celui qui a déposé, il attend que sa requête soit examinée avec sérieux. Et le sérieux, ça signifie qu'on prend le temps de vérifier tout ce qu'il faut vérifier. Les procédures juridictionnelles sont longues. On ne va pas devant le tribunal pour voir la décision rendue le soir ou le lendemain. Donc les lois organisent toutes ces procédures. Elles sont longues. Et d'où cet échappatoire de la requête en référé. Mais moi, je vais ajouter une touche un peu plus politique à ce qu'a dit Maître Ngungu tout à l'heure, pour répondre à votre question, acharnement, etc. Moi, je constate seulement que tout cela se passe au même moment où il y a toute une armada de procédures, j'allais parler de conspiration, etc., contre le bureau de l'Assemblée nationale. Tout cela s'inscrivant également, au-delà de cela, dans le climat délétère que nous connaissons du fait des rapports exécrables entre les membres de la coalition gouvernante. Coïncidence, il ne faut pas oublier ça, professeur. c'est la coalition là qui gouverne. Il ne faut pas dans la coalition juger tel ou tel, juger la coalition. Elle gouverne, si elle est défaillante, c'est la coalition, ce n'est pas tel ou tel autre. Parce que on entend dire c'est tel partenaire qui gêne l'autre et tout ça. Si on examine les choses de près, il n'y a rien de tout ça, mais vraiment rien de tout ça. Alors, professeur, je rebondis par rapport à ce qu'a dit Maître Ngungu. C'est par rapport à la gestion de cette affaire. Vous avez dit que c'est la plénière qui est compétente pour gérer cette affaire. Mais il s'agit d'une affaire de gestion. C'est un rapport de gestion. Alors, en cas de problème de gestion, il y a quand même une juridiction qui peut traiter de cette question. Attendez, si la plénière adopte le rapport qui a été présenté par le contrôleur légal et légitime, qui est la commission de contrôle, de quoi on va parler d'autre? Si la plénière adopte, prend acte de ce rapport, donne quitus au bureau, il n'y a plus rien à faire, c'est qu'elle n'a pas trouvé matière à redire. Mais si, je vois un autre aspect de votre question, si effectivement il y a des faits délictuels constatés par ce rapport de contrôle, bien évidemment, on en tire les conséquences pénales. C'est sans préjudice des conséquences pénales. C'est-à-dire qu'il y aura des poursuites, etc., contre tel ou tel membre du bureau qui serait considéré comme responsable spécialement de ce fait délictuel. Donc là, il n'y a pas de problème. Je voudrais dire que le droit administratif est une matière, même nous-mêmes, un peu rébarbative. Je suis certain que vous, ici déjà, et le public, ne doit pas se retrouver à l'aise. C'est une matière aride. Ce n'est pas comme le droit constitutionnel où toute personne, y compris des illettrés, se croit autorisée à parler, à dire le droit, à interpréter la Constitution, parce que c'est amusant de voir la politique ou de faire la politique ou de voir les politiciens faire ce qu'ils font. Donc c'est une matière un peu aride, je le dis à l'adresse notamment du public, qui ne se retrouverait pas, mais nous sommes en train d'expliquer pour vous, pour les journalistes qui pourraient retransmettre, et pour d'autres, les principes selon lesquels ce contentieux doit être rendu.
Nous n'allons pas ici nous trancher. Nous vous donnons des orientations, nous l'avons dit. Par exemple que le juge administratif, tout autre juge, même tout autre juge, le juge judiciaire, n'a pas de compétence sur le règlement intérieur, son application, sa violation, etc. Non. Parce qu'il y a l'autorité suprême de l'Assemblée parlementaire, qui est l'Assemblée plénière, et qui, elle, peut prendre des décisions. Par exemple, estimant que la gestion du bureau a été mauvaise, pas seulement en matière de finances, mais aussi en matière administrative, en matière générale, sur l'image de l'Assemblée, etc. Mais la plénière peut prendre des motions qui démettent les membres du bureau. Donc il n'y a pas, c'est pas une matière qui ne peut pas aboutir. Elle aboutit, elle peut aboutir. Mais si elle n'a pas abouti à ce que certains attendaient, c'est que l'autorité compétente, c'est-à-dire l'Assemblée plénière, n'a pas trouvé qu'il y avait à tirer des conséquences négatives. Mais lorsque l'article 139 dit au cas où le rapport financier n'est pas rendu public dans les délais, le bureau est réputé démissionnaire. Si le bureau refuse de démissionner, on saisit qui en ce moment-là? Mais ça signifie alors en ce moment-là qu'il a été démontré clairement que le bureau n'a pas fait son boulot dans les délais nécessaires. Qui constate? Un député national ou c'est toute la plénière? Parce que c'est que Fabrice Puella a fait. Hein? Il a constaté. Oui. Il a constaté, mais la plénière, et Christopher l'a dit tout à l'heure, la plénière a, elle, pris acte de ce rapport, donc estimant qu'il est régulier. Maintenant qu'il est allé devant la justice, c'est le Conseil d'État qui vérifiera ces allégations et les réponses qui lui sont données par le bureau pour trancher. Nous donnons les faits tels que nous les avons appréhendés et tels que vous les connaissez, parce que vous ne pouvez pas aller au-delà, parce que vous ne ferez que tourner autour de ça. Vous ne pourrez pas aller au-delà parce que vous arrivez devant un mur, ce qu'il y a l'Assemblée qui a déjà pris acte et que maintenant, qui va examiner, le juge a estimé, lui, le député, a estimé que ce soit le Conseil d'État, et on attendra le Conseil d'État. Si le Conseil d'État se dit compétent, il va violer la loi? Non, il ne viole pas la loi. S'il est incompétent, ça sera pris par... S'il se dit compétent pour gérer cette affaire, pour traiter alors que nous sommes dans le règlement intérieur. Voilà, s'il se dit compétent de traiter cette affaire. En ce moment-là, vous savez, je parle en tenant compte de tous ceux qui nous écoutent, de tous ceux qui m'ont toujours écouté et réagi à leur manière. Une décision de justice, elle est définitive et on dit qu'elle acquiert la force de la chose jugée. OK? C'est-à-dire qu'on ne peut plus la remettre en cause. Mais cette force de chose jugée est relative parce qu'elle est liée à la cause qui était là. On ne va pas dire dorénavant, tout sera fait comme ça. Non, on ne fait pas ça. Donc, ce sera une décision. Mais cela ne va pas empêcher, au contraire, le juriste, c'est-à-dire le scientifique, le penseur, celui qui contribue à la doctrine de la science juridique, de juger cette décision de la juridiction. C'est en cela que consistent les études de droit. Examiner ce qui a été fait, soit par la loi, soit surtout par les juridictions, pour voir si effectivement la loi a été... Parce que le juge, son rôle, c'est quoi? C'est appliquer la loi dans un litige. Alors, on doit être autorisé à examiner, au moins au niveau de la doctrine, de la science, si le juge, ici le Conseil d'État, a bien appliqué la loi. La loi, c'est-à-dire de manière générale, hein, la Constitution, tous les textes qui sont pertinents dans l'affaire, y compris le règlement intérieur, tous les principes généraux que l'on connaît sur la compétence du Conseil d'État. Mais je vous ai dit, Trésor a précisé tout à l'heure, moi j'ai parlé du professeur Félix Vundowe, qui connaît mes rapports avec lui.
lui, il a précisé, il n'a pas dit ça, il a dit le président du Conseil d'État lui-même a écrit. Bon, moi, j'avais parlé du professeur Vunda. Mais alors, je ne le vois pas demain se contredisant sur cet aspect. Hein. Je peux me tromper. Je voudrais revenir sur ce que M. Ambago vient de dire. L'honorable Poué la constate. Qu'est-ce qu'il fait? Les rapports de gestion est adressé, n'est pas destiné au Conseil d'État. Les règlements d'ordre intérieur les dit, les rapports, lui-même les confirment, est adressé à l'Assemblée plénière. Donc, quand vous estimez que le bureau n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, vous n'avez qu'il y a plusieurs mécanismes qui sont prévus dans les règlements d'ordre intérieur pour qu'un député, il y a une pétition, un groupe de députés effectivement peut initier une pétition pour effectivement que cette question soit portée à l'Assemblée plénière. Donc, ce n'est pas pour rien que les destinataires du rapport, c'est l'Assemblée plénière, et cela doit manifestement nous faire dire que les juges de la régularité ou de la question de savoir si le travail était bien fait ou pas, c'est l'Assemblée plénière. Chercher à faire intervenir chaque fois les juges administratifs dans des questions qui ne sont pas des questions administratives, qui sont des questions politiques, le fonctionnement d'une assemblée. Les profs viennent de le rappeler, ce n'est pas que dans une assemblée, les droits administratifs ne s'appliquent pas, mais sur cette question qui relève du règlement d'ordre intérieur, les juges administratifs doivent, et moi je ne crains pas, je suis vraiment convaincu que les juges dira, parce que, pourquoi je l'ai dit, le professeur Mvundawe lui-même, quand vous lisez son traité de droit administratif et tous les autres écrits, il précise que jamais on ne peut porter devant un juge administratif un acte d'assemblée et une décision, si elle existe, parce que l'accusé de réception qui précise que nous avons fait ce que vous nous reprochez, ce n'est vraiment pas une décision, mais si on venait à considérer cela comme une décision, les juges administratifs ne vont pas juger cette supposée décision conforme ou non à un règlement qui n'est pas un acte administratif. Il ne le fera pas. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le prof lui-même le précise aussi que les actes du gouvernement échappent au contrôle du juge administratif. Si aujourd'hui vous pensez que les actes d'assemblée, parce qu'il y a un intérêt, peuvent être sous contrôle du juge administratif, demain, un acte du gouvernement, je donne un exemple, une ordonnance du président de la République nommant les magistrats, ce n'est pas un acte à porter devant les juges administratifs. C'est un acte du gouvernement pris dans les rapports entre deux institutions. Elle peut être portée devant le juge constitutionnel, pas devant le juge administratif. Parce que le juge administratif ne connaît pas les actes du gouvernement. Il rappelle quelque chose de bien. Moi, je vais... parce que la furie dans laquelle on se trouve maintenant, d'aller devant les tribunaux, vous savez, il y a c'est vous, les journalistes, qui avez publié ça, il y a des requêtes contre l'ordonnance présidentielle nommant le gouvernement. Vous savez, non? Tout à fait. Oui, ce sont les journalistes qui ont publié ça. Et voilà les excès où ça conduit. Donc aujourd'hui, un Congolais, il sort, il fait une requête contre l'ordonnance qui nomme les membres du gouvernement. C'est pas ça l'état de droit? C'est la question. Quels que soient les agencements. C'est pas, je ne dis pas ça l'état de droit. L'état de droit, c'est pas ça. L'état de droit, c'est pas que chaque fois on aille devant le juge, même quand c'est pas nécessaire, même quand c'est pas de la compétence du juge. Mais qui Comment juge voulez-vous que c'est qu'aujourd'hui, non. L'état de droit, c'est pas non plus la soumission de tout l'État au juge. C'est la soumission de l'État au droit. La soumission de tout le monde au droit, des institutions au droit. Les droits, c'est pas le juge. Mais qui lit le droit? Comment? C'est la République des juges aujourd'hui. C'est vous qui le dites. Parce que celui qui lit le droit, c'est lui qui dit le droit. Non, non. Le juge dit les droits, mais le juge n'est pas les droits. Le Non, juge lui-même justement. est soumis aux droits. Et il Exactement. prête serment en disant qu'il reste soumis aux droits. Donc le juge n'est pas les droits. Nous ne sommes pas soumis au juge, mais nous sommes soumis aux droits. Voilà, donc vous dites que ce n'est pas l'état de droit. Vous demandez, mais l'état de droit, c'est quelque chose de très positif. C'est très bien. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, personne ne pourra plus diriger tel ou tel pays sans respecter les normes qui régissent son activité.
Or, la Constitution est la norme fondamentale qui régit les activités, le fonctionnement de toutes les institutions, y compris de la justice. De même que toutes les institutions, en particulier la justice, est soumise à un certain nombre de lois qui la réglementent et qui l'organisent et qui en donnent les normes de procédure et de compétences. Donc le juge ne peut pas, sous prétexte d'état de droit, se déclarer compétent lorsque ce n'est pas une compétence qui ne lui est pas reconnue par la loi, par le droit. Et si ce serait le cas, qu'est-ce qu'on ferait pour faire un rappel au juge? C'est tout ça aussi? C'est ce que j'ai essayé de faire en parlant du gouvernement des juges, parce que vous avez tous suivi le tollé que cela a soulevé, y compris jusque par des insultes personnelles, parce que personne ne répondait dans le fond. Si un jeune collègue a essayé de répondre élégamment, mais avec quelques limites, et il le sait bien. Il sait ma sympathie à son égard, mais en même temps, les limites de mon appréciation de ce qu'il a écrit ce jour-là. Mais les autres sont limités à insulter, parce qu'ils n'ont pas d'argument, tout simplement. Et l'insulte, c'est l'argument du faible, de l'ignorant. Et voilà ce qui se passe. C'est vrai que le juge a sa fonction. La fonction juridictionnelle est importante dans un pays. Mais il ne faut pas qu'il y ait des dérives où l'on commence à soumettre au juge tous les litiges qui sortent dans le monde entier. Non, il ne faut pas que l'on en arrive à cela. Parce que le juge a son domaine, il faut que ce soit du droit et non pas de la politique. Introduire le juge dans la politique pour qu'il aille régler des conflits entre politiciens, c'est réduire le juge à un adjuvant ou à un auxiliaire des politiciens. Introduire le juge pour aller régler les querelles politiciennes, c'est réduire la fonction juridictionnelle et l'abaisser, avilir la fonction juridictionnelle. Parce que nous savons tous que les activités politiciennes sont, je veux dire le mot, quelque part pourries. Et vous voulez introduire le juge avec sa fonction noble dans cette marmite. Non, franchement, non. Le juge n'a pas à s'occuper de cela. On est en train de saper la fonction juridictionnelle elle-même. Et amener le juge par des moyens divers à commencer à interpréter la loi selon l'impérium de la politique, ce n'est pas quelque chose à encourager. Mais aujourd'hui, quand on a parlé du gouvernement de juge, parce que j'ai entendu des gens dire « Oui, le gouvernement de juge, nous préférons ça plutôt que le gouvernement des politiciens ». Ce n'est pas le gouvernement des politiciens, c'est le gouvernement de la Constitution. Et la Constitution dit cela. Le gouvernement de juge c'est une expression qui a été utilisée pour montrer les dérives, pas pour vilipender le rôle du juge, mais les dérives qui commençaient à exister. Et vous savez que, pour revenir à la période d'aujourd'hui, cette dérive a fait que le président Roosevelt, au sortir de la Première Guerre mondiale et pendant sa présidence, 1929, la grande crise mondiale, il a fallu prendre des mesures. Eh bien, le juge, très conservateur, l'ont empêché de prendre ces mesures. Il y a eu une querelle terrible. Aujourd'hui, j'ai peur, moi, que comme on a commencé à attaquer même la décision souveraine par laquelle le président de la République nomme le Premier ministre, demain, on entreprenne des actions qui vont l'entraver dans ce qu'il pourra entreprendre. Donc aujourd'hui, il ne faut pas croire que c'est un couteau à double tranchant, il ne faut pas croire que ça va dans un seul sens. Aujourd'hui, au nom de la séparation, du principe de séparation des pouvoirs, la justice ne peut pas regarder ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Regardez comment? Ça, c'est trop général. Trop je prendrai un exemple clair. Lorsque il a été interdit une plénière par la justice, une plénière au cours de laquelle il fallait élire le nouveau Premier ministre de l'Assemblée nationale, la justice a demandé que l'on suspende cette plénière. L'Assemblée nationale a dit, dans son règlement intérieur, le siège de l'Assemblée est inviolable.
Ça veut dire quoi? C'est une loi. Vous avez dit que ce n'est pas une loi. Mais l'Assemblée Non, nationale a dit tout ce qui est obligatoire le siège n'est de pas l'Assemblée loi. nationale est inviolable. Eric, Donc, tout ce qui est obligatoire ou impératif n'est pas une loi. Au sens, bon, le terme dans le sens général comme ça. Mais la loi a sa signification et son sens juridique. Trésor a essayé de montrer tout à l'heure, du point de vue matériel et du point de vue organique et du point de vue même de la procédure. Mais c'est un principe, voilà, un principe qui s'impose à tout le monde. Ça ne signifie pas que c'est une loi, c'est un principe qui se... Et même quand on voit le contenu des prérogatives du Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, dans la Constitution, on se rend bien compte que faire ce qu'on avait fait là, c'est bien évidemment une violation flagrante d'un principe fondamental. Donc, conclusion, la requête de Albert Fabrice Puela a très peu de chances de passer. Janine Mabunda ne tombera pas avec son bureau. Mais moi, je n'ai pas à savoir si Janine Mabunda va tomber ou non. Non, c'est les textes. L'esprit du texte. C'est la demande du requérant au juge de voir. Nous vous avons donné les éléments selon lesquels, pour nous, devrait être examinée cette cause, tout simplement. Maintenant, demander si le Conseil d'État va ou non faire tomber Janine Mabunda. J'ai vu que la deuxième requête en référé demande la suspension du bureau, la suspension... Mais enfin, comment est-ce que le juge peut entrer dans le fonctionnement de la vie parlementaire elle-même? Alors, en ce moment-là, il n'y a plus de séparation de pouvoir. Et vous savez que c'est important. C'est la raison pour laquelle, dans certains pays, et je vais vous citer un pays que beaucoup de Congolais prennent en exemple et imitent, j'allais dire, servilement, la France. La raison pour laquelle, à cause de ces dérives possibles qu'on avait connues à un moment donné en France, mais qui s'étaient avérées en Amérique, mais pour les éviter, en France, il n'y a pas de pouvoir judiciaire. Prenez la Constitution française, du début à la fin, vous ne verrez pas le pouvoir judiciaire, ça n'existe pas. On parle d'autorité judiciaire. On parle d'autorité judiciaire. On fait la différence entre cette autorité légitime, constitutionnelle, et les pouvoirs constitués qui procèdent du processus démocratique d'élection, de représentation, etc. C'est pas si mauvais que ça. Et ça ne réduit pas du tout le juge français. On doit en arriver là au Congo. Pour vous, il faut je ne dis à pas autorité... ça. Je vous ai expliqué pourquoi laisser les dérives l'emporter est dangereux, c'est tout. Moi, je suis... Attendez, c'est moi qui ai mis dans la Constitution de 2006 que le pouvoir judiciaire comprend le parquet et les cours et tout ça. Et que dans toutes ses composantes, il doit être indépendant. C'est les autres qui aujourd'hui disent n'importe quoi, qui hier ont enlevé le parquet du pouvoir judiciaire et donc ont rendu le parquet servile. Aujourd'hui, ils peuvent me regarder dans les yeux. Donc, ne me dites pas ça. Moi, je suis tout à fait d'accord que nous continuons de l'appeler pouvoir judiciaire, que nous l'organisons, qu'il soit organisé comme pouvoir judiciaire, mais conformément à la Constitution et aux principes que tous connaissent. Nous avons de très bons magistrats. Ils n'ont pas besoin qu'on en fasse des bourreaux du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin que leur rôle, qui est légitime, qui est constitutionnel, qui est légal, soit respecté et qu'ils le fassent conformément à la Constitution, aux lois, etc. Les dérives dans lesquelles on les pousse, vous savez, quand vous flattez quelqu'un, même moi, si vous me flattiez dans un de mes comportements, je peux me sentir très bien et poursuivre, hein, d'une manière insensible. Il ne faut pas qu'on le pousse dans cela. Et moi, je dis, les politiciens tendent à transformer le juge en leur instrument. Et ça, c'est pas bon. On me dira, parce que j'ai déjà entendu, mais quand Kabila le faisait, moi, je m'en fous de Kabila. Quand j'ai écrit cette disposition dans la Constitution, c'était sous Kabila. Et quand les autres, qui sont aujourd'hui en face de Kabila comme ses adversaires, même pas
au cash, même pas au cash, parce que là, ils sont partenaires, mais en dehors du cash, qui ont été à l'origine de la révision qui a enlevé le parquet du pouvoir judiciaire, qui ont donc réduit le pouvoir judiciaire. Je continue de parler, de dire quoi? Ouais, de l'AMP. Non, je dis adversaire. L'AMP, d'abord, elle n'existe plus et elle n'est pas adversaire de Kabila. Alors, qu'est-ce qu'on retient, professeur? Le cash non plus n'est pas adversaire de Kabila. Le cash est partenaire c'est cela. du FCC. Que retenons-nous, professeur, par rapport au 18 novembre? Bon, je ne sais pas si la procédure référée sera terminée le 18 novembre même. Ça peut se terminer le 18 novembre même. Il peut prendre peut-être encore 24 heures, on n'en sait rien. Où la Cour devra se prononcer d'abord sur la deuxième requête du référé, c'est-à-dire suspendant la mesure, la décision supposée par l'honorable Puela. Et si la Cour dit qu'il y a effectivement une décision irrégulière du point de vue de la loi, il arrête cette procédure et dans les jours à venir, il va s'occuper, le Conseil va s'occuper de la requête dans le fond, c'est-à-dire l'annulation de la prétendue mesure. Donc il commencera par le référé. Et je ne vais pas vous dire dans quel sens il va le faire, mais nous avons dit notre foi dans le fait que, présidé par l'auteur avéré et incontestable du droit administratif congolais, le Conseil ne pourra pas aller très largement à l'encontre de ses opinions. Merci, professeur. Merci à vous, maître. Oui, merci, Christopher. Merci, Eric. Merci à vous, mesdames, messieurs, et à très vite.